Qu'est-ce que tu penses, on en est où par rapport au collapse? Alors ça vraiment, c'est le genre de choses, j'en pense rien du tout. C'est-à-dire que je pense que c'est pas vraiment c'est très compliqué de faire de la prospective, puis de dire, ouais, non, là, il va se passer ça, puis ça va déclencher ça, etc. C'est très compliqué, quoi. Les collapsologues disent, bah voilà, l'effet de collapse, ça se traduit par des guerres, des famines, des problématiques. Il y a un autre truc, des épidémies. Et puis finalement, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est la cause de quoi et la conséquence de quoi. Puis surtout, le lien entre ça et les conditions générales sont souvent pas admises, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est très compliqué. Est-ce que le Covid, est-ce que la situation dans certains pays auxquels on est desquels on est complètement déconnecté, finalement. Eux, ils vivent déjà des situations extrêmement compliquées depuis longtemps, quoi. Et en fait, on s'en fout complètement. Nous, on est là dans notre coin, on est là à savoir si on va pouvoir faire nos 6,3 voyages en avion par année de Suisse. Et puis, on s'en fout de savoir si sur cette planète, il y a des gens, les 6 personnes sur 7 qui n'ont jamais pris l'avion, qui ne le prendront jamais. 6 personnes sur 7 sur Terre n'ont jamais pris l'avion. C'est ça. Et finalement, ils sont peut-être dans le collapse depuis longtemps. Ou ce que nous entendons par collapse, c'est juste de savoir si on va baisser notre chauffage de 20 à 19 degrés cet hiver. Et si c'est ça le collapse, je pense qu'on est bien dedans là. T'y venais. Vas-y. Alors, Laurent, tu as écrit un bouquin super qui s'appelle Le Manifeste pour une révolution territoriale, dont je recommande vivement la lecture. Moi, je t'avoue que je l'ai attaqué avec circonspection, parce que c'est vrai que j'ai un biais contre tout ce que je considère comme étant un peu alarmiste. Les termes, pour moi, le terme de collapsologue, collapsologie, je voyais ça comme un truc un mot un peu choc, comme ça, un peu clickbait, un truc comme ça. Mais là, déjà à t'entendre, on voit bien que c'est pas vraiment ça qu'il y a derrière. Et voilà, dans ce bouquin, tu parles de t'abordes ces thématiques et tu proposes des solutions très intéressantes sur comment intégrer des principes de durabilité sur différentes dimensions. Alors, je ne sais pas si j'en parle bien, mais si tu le veux bien, je vais peut-être te laisser un peu nous expliquer le but de cet ouvrage. Alors, ce n'est pas du tout un livre de collapsologie. Le terme d'effondrement est mentionné à un endroit pour dire un petit peu quels sont les risques, parce que précisément, il cherche à vous faire tomber dans le fameux piège, c'est-à-dire, ça va pas, oui, mais donne-nous des solutions, les voilà. Ah, je ne suis pas capable d'appliquer aucune de ces 66 solutions. Il y a des mesures qui sont très concrètes à la fin du bouquin. Il n'y a pas une seule que nous sommes capables de mettre en œuvre. Donc, comme on n'est pas capable culturellement d'accepter la moindre de ces mesures, est-ce que vraiment c'est si dramatique? Ça va pas? Ah oui, mais on peut pas dire que ça va pas parce que c'est catastrophisme. C'est catastrophiste de dire c'est la catastrophe. Donc, donne-nous des solutions, et c'est une sorte de cercle vicieux entre la juste lecture de la situation et les solutions qu'on n'est absolument pas capable de mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut résoudre un problème, mais on est constitutionnellement pas capable d'adopter les solutions. Et du coup, on cherche d'autres solutions. D'où le chapitre qui s'appelle Cultura. C'est que finalement, on doit travailler sur nous-mêmes. Là. Il faut qu'on dépasse un petit peu ce sorte de solutionnisme où on dit... On cherche, en fait, parce que les 66 solutions, moi, je les ai mises a posteriori. On m'a demandé de les mettre. Je dis, très bien, mais je vais les mettre, ces solutions. Et à quoi bon? Jamais de ce bouquin, on m'a parlé des 66 solutions. Jamais. Pour une raison simple, il n'y en a pas une seule qui est applicable. Avant d'arriver, je pense que ce serait intéressant de revenir sur ces solutions. Tu disais que c'est pas un livre qui est de collapsologue, mais on ressent une urgence, voire une certaine colère. Dont tu penses qu'il faut agir, rapidement. Et massivement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on n'agit pas de nouveau, je te demande de prédire. Effondrement. Je vais prendre ma grosse voix quand il faudra faire voilà, peur. S'il te plaît, catastrophiste, c'est obligé de faire ça. Non, je pense qu'il faut pas négliger. D'abord,
un premier aspect, c'est qu'on n'est pas dans le blanc-noir, quoi. On n'est pas dans le tout ou rien. De toute façon, on n'y arrivera pas, quoi. Je veux dire, les Suisses, si on lit le rapport du Conseil fédéral 2018, Environnement Suisse 2018, les Suisses doivent diviser leurs émissions de gaz à effet de serre par 27. En fait, si on pond, ils disent par 23, mais si on y ajoute ce qui aujourd'hui est admis, c'est-à-dire que quand on prend l'avion, il y a non seulement le kérosène qui brûle et qui crée du CO2, mais il y a aussi l'effet des traînées de condensation, ça s'appelle le forçage radiatif. Si on inclut ça, qui n'est pas du tout négligeable, comme les Suisses prennent beaucoup l'avion, eh ben, on est à peu près à 16 tonnes par Suisse et par an. La neutralité pour un Suisse, la neutralité carbone qu'on a admise pour 2050, c'est 0,6 tonnes. C'est-à-dire que le rapport entre 16 tonnes et 0,6 tonnes, c'est moins 96% ou divisé par 27. Donc, ce n'est pas juste un petit truc. Et puis 2050, ce n'est pas juste dans 300 ans, quoi. Ça veut dire qu'en gros, c'est massif et urgent. Et donc, on peut toujours dire oui, mais bon, dis pas ça, ça fait peur, ou propose des solutions. Bah, les solutions, on les a depuis d'ailleurs bien plus longtemps qu'il n'y paraît. Moi, je lis pas mal de bouquins ces temps, des années 70. Des bouquins d'architecture ou d'urbanisme, et puis des bouquins un peu des premiers écologistes, quoi, de ceux qui ont inventé l'écologie politique. Mais c'est affligeant de lire aujourd'hui quelque chose où tout était dit. En fait, tout ce qu'il y avait à savoir, on le savait. Donc maintenant, notre problématique, c'est pas de savoir si la planète est vraiment dans cet état-là ou pas dans cet état-là. C'est bien de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire à cette époque-là. Et donc, pour revenir peut-être un peu à la question, c'est aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est qu'il faut faire des efforts, de savoir si on va arriver à 1,5 d'augmentation de la température par rapport aux températures pré-industrielles, ou à 2, ou à 3. La question, c'est pas de savoir s'il faut ménager nos efforts parce qu'on va arriver à quelque chose et qu'on doit le garantir accessoirement. Mais est-ce qu'on peut faire des efforts? Parce que de toute façon, 3 est mieux que 4, et que 4 est mieux que 5, et que 5 est mieux que 6. Donc, il faut arrêter maintenant de se poser la question de savoir si, avant de pouvoir faire les efforts, est-ce que je ne peux pas continuer de faire 2-3 allers-retours aux Maldives pour bien profiter de mon hiver parce que vraiment je suis stressé. Et puis ensuite, quand vraiment tu m'auras garanti tout ce que je devrais, toute la checklist de ce qui garantira que mes efforts, parce que vraiment se passer des Maldives, c'est vraiment trop affreux, quoi. Et bien à ce moment-là, je commencerai à faire un effort. Et le problème, il est bien social. Pourquoi est-ce que mon voisin continue d'aller aux Maldives, alors que moi, je me prive d'aller même voir ma famille en Amérique du Sud. C'est pas mon cas, hein, mais en Amérique du Sud, depuis 20 ans, quoi. Donc, il y a une vraie inégalité d'accès à la pollution. Et le gros enjeu, il est confronté à cette réalité-là. Polluer, c'est cool. Quoi qu'on en dise. Donc, Polluer, c'est associé à des pratiques qui sont valorisées. Mais oui. Aller aux Maldives, se faire un selfie, le mettre sur les réseaux sociaux, je veux dire, c'est cool, quoi. On ne veut que ça, on ne cherche que ça. On veut avoir une belle bagnole, une belle femme, quand on est un homme, ou quand on est un homme cisgenre, etc. Donc il y a une vraie réalité autour de ce référentiel. Notre référentiel nous pousse à faire le contraire de tout ce qui est dit de façon rationnelle. Et on se prend pour des rationnels. C'est-à-dire, on se dit, non, mais il suffit d'avoir un rapport du GIEC qui nous dit clairement les choses pour qu'on agisse. Mais c'est pas vrai, quoi. On est des êtres humains débiles, complètement idiots, complètement à côté de la plaque. Donc, il y a un moment, faut l'accepter, il faut l'intégrer, le fait qu'on est si bête. Mais là, tu parlais d'avoir une belle femme. Est-ce qu'une belle femme produit plus de CO2 ? J'aimerais bien une étude à ce sujet, parce que ça, c'est l'autre problème de notre monde, c'est qu'on doit, avant d'agir, il faut étudier. D'abord, on étudie, puis quand on a fait une étude, on doit faire l'étude des études. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des études qui étudient l'ensemble des études sur un sujet comme ça. Des méta-études. C'est sûr qu'on s'en sort jamais, quoi. Tu connais le livre Merchants of Doubt ? Non. C'est un livre très intéressant, tu aimerais beaucoup, je pense. Il parle de tous les scientifiques qui cultivent les polémiques. Et ça commence par ceux qui niaient le lien entre le tabac et le cancer du poumon. Ce qui était quelque chose qui était connu depuis les années 50, mais il y avait toujours moyen de faire une étude qui semait le doute. Et du coup, on a commencé assez récemment finalement à mettre en place des mesures contre le tabac. Et à la fin, ça arrive sur justement les gens qui nient le lien entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. Mais est-ce que du coup,
Donc tu disais que finalement on veut aller aux Maldives. Est-ce que c'est ça la raison de la polarisation? Est-ce que c'est pour ça qu'on a envie d'écouter les gens qui nient le lien entre l'activité humaine parce que finalement on veut se justifier Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça que ce que des scientifiques expliquent. Il y a eu un temps présent assez récemment avec des rapporteurs, rapportrices du GIEC qui disent non, le problème c'est que quand on se fait inviter par les médias ils invitent quelqu'un qui porte une parole et puis quelqu'un qui porte une autre parole. Comme si donc le fait qu'il y ait 50-50 ne soit pas représentatif de la communauté scientifique. Mais c'est une vision scientifique des choses. C'est comme si maintenant qu'on a deux personnes qui s'opposent sur un plateau avec quelqu'un qui a les arguments, forcément que les gens ils vont comprendre plus le climato-sceptique que celui qui, en fait, a la vérité avec lui ou elle. Alors, en fait, c'est pas ça, à mon avis. Le problème, c'est que les gens, ils ont un discours qui va dans leur sens, puis un autre qui leur dit « tu n'iras pas aux Maldives cet hiver ». On veut croire celui qui valorise notre référentiel. Donc, on veut croire ce qui nous arrange. Donc effectivement, ce qui pose le plus de problèmes aux 97% des scientifiques qui disent que le réchauffement climatique est d'origine humaine et qu'il faut prendre des mesures, et puis qui mesurent dans le temps et dans le moins 96% de gaz à effet de serre que nous devons nous émettre, nous les Suisses, ils oublient juste une chose, c'est qu'on n'a pas envie de croire ça, on n'a pas envie de l'entendre parce que ça va contre notre référentiel. Et moi-même, je sais très bien que si j'ai une capacité à aujourd'hui prendre la mesure, on va dire, et baisser à 4,60 et quelques mes émissions de gaz à effet de serre, c'est parce que ça valorise aussi ce que je dis, ce que je pense depuis longtemps. Donc tout ça est aussi une question de confirmation. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir aux sciences humaines. Les sciences dures, maintenant, on peut les mettre de côté. On devrait même s'interdire de lire les rapports du GIEC. Ça ne sert à rien. C'est du perte de temps. Et ça nous déconnecte de l'action ou de l'inaction, c'est-à-dire arrêter de faire des choses contre la planète, commencer à faire des choses pour la planète. C'est en fait assez simple, quoi.